Bonjour Patrick Artus. Bonjour. Vous êtes chef économiste chez Natixis et vous venez de publier « Et si les salariés se révoltaient » aux éditions Fayard, un livre coécrit avec la journaliste Marie-Paule Virard qui alarme sur la structure d'une économie capitaliste qui évolue systématiquement en défaveur des salariés à l'ère du numérique. Alors on va s'intéresser aux moyens de corriger le tir, si toutefois il en existe. J'ai relevé cette phrase, on ne voit pas bien quelle politique économique pourrait enrayer le mouvement. C'est vous qui l'écrivez. Alors on fait quoi? Est-ce qu'il faut envisager une solution radicale du type fin du travail, mise en place du revenu universel? Il y a deux sujets. Il y a un sujet qui est un sujet de répartition des revenus, de répartition des risques, et il y a un sujet technologique, disons, sur la nature des emplois, qui évidemment n'appelle pas du tout le même traitement en termes de politique économique. Alors si on commence par le premier sujet, ce qu'on analyse dans le livre, c'est une situation où, depuis longtemps, les salariés, dans beaucoup de pays, et pas en France, ont une part des salaires dans le revenu national qui diminue, au détriment à leur détriment et à l'avantage des profits. Donc la part des revenus du capital et des revenus des actionnaires dans le revenu national augmente. Ceci est vrai dans beaucoup de pays. À nouveau, ce n'est pas vrai en France et en Italie, qui sont deux exceptions. Et puis un phénomène plus récent qui est lié aux déréglementations des marchés du travail, à la flexibilité, c'est le fait que le partage des risques a évolué et qu'on demande aux salariés de porter davantage de risques d'entreprise. Par exemple, les ordonnances sur le travail en France, si un salarié en CDI peut plus facilement être licencié, ça veut dire que les salariés portent plus de risques qu'avant, par le licenciement leur fera subir une part plus importante du risque économique. Alors, nous ne suggérons pas de revenir en arrière. C'est-à-dire que l'objet du livre n'est pas de dire la flexibilité c'est mal. La flexibilité c'est bien. Je pense qu'il est assez bien documenté qu'une très forte rigidité du marché du travail, quelque chose qui a plein d'inconvénients. Dans les récessions, les entreprises meurent. Ensuite, il n'y a pas ce mouvement de l'emploi vers les entreprises plus efficaces qu'on voit dans les pays nordiques, par exemple, avec une rotation beaucoup plus rapide sur le marché du travail. Donc l'objet n'est pas de dire qu'il faut revenir en arrière et qu'il faut rigidifier les marchés du travail. L'objet consiste à dire, et c'est quelque chose qui est tout à fait de l'économie de marché, si quelqu'un prend un risque, il doit être rémunéré pour ce risque. Et donc le salarié prenant davantage de risques d'entreprise et ce mouvement continuant probablement, il va falloir réfléchir à la façon de trouver une compensation. Alors cette compensation, et c'est là, vous avez raison, c'est beaucoup plus facile d'exhiber des problèmes que des solutions, malheureusement. Cette compensation, elle peut quand même prendre des formes assez diverses. Dans les pays nordiques, on vous expliquerait que c'est la formation professionnelle. Qu'on va faire en sorte qu'un salarié soit très bien qualifié, très bien formé, et donc retrouve très vite un emploi. Dans les pays nordiques, les salariés démissionnent. Ils disent, moi je ne me plais pas dans cette entreprise, je m'en vais. La démission en France, ça existe extrêmement peu, parce que c'est trop dangereux. Donc vous avez des pays où on a réussi finalement à rendre le chômage non pénalisant, parce que la qualité du système de formation professionnelle fait qu'on retrouve assez vite un emploi. Après, il y a la question de rémunération. Ça peut prendre quelle forme? Ça peut être de l'intéressement, de la participation. Il n'y a que 10% des salariés des PME qui ont de l'intéressement, de la participation en France, à peu près 60% dans les grands groupes. Donc on pourrait étendre, c'est des choses auxquelles le gouvernement français réfléchit, étendre la participation à l'intéressement à davantage d'entreprises avec un seuil de taille plus bas. Ça peut être de l'actionnariat des salariés. Les salariés français détiennent 6% de leurs entreprises, ce qui est déjà pas mal. Mais à nouveau, c'est surtout les grands groupes. Il y a les entreprises, il y a le problème des entreprises familiales. Mais il me semble qu'il faut réfléchir. Et ça peut être fait d'une façon très décentralisée. On n'a pas besoin d'avoir une loi générale. On peut, dans chaque entreprise, trouver une formule qui est plus adaptée. Mais je ne pense pas qu'on pourra faire l'économie d'une compensation au fait que les salariés vont devoir supporter une part plus grande du risque. Alors globalement, vous appelez à mettre l'entreprise au cœur de la société, au service de la société, en gros à privilégier le stakeholder au shareholder. Est-ce qu'on n'est pas là quelque part dans une utopie, dans une économie mondialisée? Est-ce que le shareholder finalement il ne va pas tout simplement aller ailleurs si on lui impose par exemple plus de participation dans les entreprises françaises? D'abord, je ne crois pas. Alors effectivement, on fait un pari qui est de dire il peut exister un capitalisme européen qui aurait une gouvernance différente du capitalisme américain.
Certains nous disent, oui, c'est de l'utopie. Si on avait des fonds de pension en Europe, ils se comporteraient exactement comme les fonds de pension américains. Et donc, ce n'est pas vrai. Donc, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y a quand même il y a une tradition historique avec le capitalisme allemand ou le capitalisme des pays nordiques. Donc, il y a une tradition historique qui est quand même très différente de celle du capitalisme américain. Ensuite, évidemment, il faut se donner les moyens d'avoir un capitalisme européen. Il faut le faire intelligemment. Les moyens, la thèse que nous défendons, c'est qu'il faut que les Européens soient propriétaires de leurs entreprises. Parce que comme l'action est extrêmement peu répandue en Europe, nous ne sommes pas propriétaires de nos entreprises. Et si nos entreprises sont propriétaires de fonds de pension anglo-saxons, évidemment, c'est la gouvernance anglo-saxonne qui va s'appliquer. Donc il y a quand même une réforme centrale dans tous les pays européens, c'est de permettre d'inciter les individus à devenir actionnaires, soit directement, soit en changeant les contraintes des assureurs. Enfin, voilà. Et puis ensuite, il faut le faire intelligemment. Alors il y a un débat en France, par exemple, sur le rôle des conseils d'administration. On va pas mettre le climat dans les conseils. Donc les conseils d'administration, ce n'est pas fait pour s'interroger sur les émissions de CO2. Et puis il ne faut pas que l'État non plus abandonne ses responsabilités. Donc dans les conseils, il me semble qu'on peut nouer un dialogue, ce qui commence à être fait entre les salariés et les actionnaires. On a des salariés des administrateurs représentant les salariés. Dans la immense majorité des entreprises, l'expérience est extrêmement positive. On ne va pas traiter dans les conseils du problème de l'environnement. Alors, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Si on veut que les entreprises françaises n'émettent pas de CO2, ce n'est pas en mettant la Fondation Hulot au conseil d'administration. C'est en mettant un prix décent du CO2 avec une taxe CO2 européenne qui ressemble à quelque chose. Donc il ne faut pas non plus... Alors, il y a certains grands patrons, d'ailleurs, l'ont dit, ils sont très minoritaires. Mettez tout dans les conseils. Les sous-traitants, les collectivités locales, le climat, non, c'est pas possible. Le conseil, c'est pas fait pour ça. Et puis il y a des problèmes de confidentialité. Le conseil, ça peut être un lieu de dialogue entre les actionnaires et les salariés, et ça va s'arrêter là. Pour le reste, il faut des règles. À nouveau, ayons un prix européen du CO2, faisons du bonus-malus sur les contrats courts. Si on ne veut pas que les entreprises utilisent des contrats courts, il n'y a qu'à faire ce que dit Jean Tirole depuis 10 ans, il n'y a qu'à mettre un bonus-malus. Le gouvernement, on voit bien, hésite. Enfin, donc il ne faut pas non plus que l'État puisse se défausser sur la gouvernance des entreprises de responsabilités que lui ne prendrait pas. Eh bien, merci beaucoup, Patrick Artus. Comme quoi, il y a des solutions pour éviter justement cette révolte. Je rappelle le titre de votre livre, « Et si les salariés se révoltaient » aux éditions Fayard. Merci encore, Patrick Artus. Merci.